Papa, il y a un problème. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le prof de MC nous a dit d'être empathique et de nous mettre à la place de l'autre qui souffre pour l'aider. Oui, alors? Bah, le prof de MC nous a aussi appris que pour être moral, faut surtout pas écouter ce qu'on ressent. Du coup, je fais quoi avec mon ami qui va pas bien? On peut l'achever si tu veux. Bonjour, si le MC a toujours utilisé l'école pour transmettre des valeurs morales aux nouvelles générations, le fondement sur lequel il s'appuie n'est pas pour autant unifié et cohérent, rendant le discours confus et contradictoire pour les élèves et la démarche incohérente pour les enseignants. Bon alors on est d'accord sur les valeurs, faut être courageux, faut être honnête, il faut être travailleur, faut chercher le bien. Voilà. Mais qui c'est qui nous prouve que le bien c'est le bien? Ah là, il n'y a plus personne. La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique. Il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. Le MC, en utilisant la sensibilité comme une voie vers la morale, invite l'enfant à être à l'écoute d'une intuition morale fondée sur son propre ressenti. La conscience d'une injustice venant d'abord à nous d'un certain sentiment confus d'injustice, il est essentiel de cultiver chez l'enfant une relation d'écoute à ses propres intuitions, le guidant vers le bien à construire. Le MC, dès lors, développe 4 éléments chez l'enfant. Premièrement, un amour du bien en créant un attachement affectif au devoir. Le sujet ne ressent plus les obligations comme un fardeau ou une contrainte, mais bien au contraire comme une source de motivation immédiate, ne lui demandant aucun effort. Mu par un enthousiasme, le caractère du sujet porte sa volonté automatiquement vers la finalité souhaitable. Bon, quand t'aimes quelque chose, tu le fais sans te forcer, ça le fait tout seul, ça se fait immédiatement. Bah, imagine que t'aimes le bien. Ouais, je sais, hein, c'est pas gagné. La création d'un tel caractère implique, deuxièmement, comme corollaire, la haine, du mal. En exacerbant des sentiments moraux tels que le dégoût, la honte, l'indignation, désormais attachés à des actions mauvaises ou injustes, le sujet fera de lui-même le mal à proscrire, ne cherchant jamais à s'en approcher. Ainsi, la sentimentalité, sous la forme d'une attraction-répulsion, permet de garantir que le sujet poursuive les fins dignes et rejette les actions fâcheuses. Celui qui rejette avec horreur en tant que perversion les autres pratiques en usage, celui-là cède à un net sentiment de dégoût. Les sentiments font donc office de digue psychique et morale permettant aux individus de poursuivre le bien sans effort et de façon continue et certaine, résistant aisément alors aux diverses tentations. Finalement, c'est l'amour du bien qui nous garde du mal. C'est tout. Mais un tel amour, s'il est sans récompense, peut aisément finir par s'user dans l'indifférence qu'il provoque. L'amour demande un entretien constant pour perdurer, ne pouvant demeurer s'il ne connaît que la frustration, l'échec ou le dédain. Ainsi, troisièmement, l'enseignement moral apprend à conserver son enthousiasme pour le bien en invitant l'enfant à assumer sa satisfaction du devoir accompli. En soulignant le caractère plaisant de son acte, en reconnaissant le droit de ressentir de la fierté quant au bien réalisé, c'est la motivation du sujet qui est entretenue et garantie dans le temps. La joie, passion poussant à l'action et nourrissant l'enthousiasme, devient le fondement d'une attitude morale durable. On soulignera en complément que quiconque fait son devoir sans joie peut être questionné quant à la nature de son action. L'homme qui s'abstient des plaisirs du corps et qui se réjouit de cette abstention même est un homme modéré, tandis que s'il s'en afflige, il est un homme intempérant. Le plaisir qu'on éprouve à faire une bonne action, c'est pas seulement une source de motivation, c'est aussi ce qui révèle nos intentions. Quand tu passes ton temps à aimer dire des vérités blessantes à un ami, c'est que finalement, c'est peut-être pas un ami. Non. Enfin, quatrièmement, il existe des sentiments moraux, c'est-à-dire des traits de caractère vertueux qui s'expriment sous une forme sensible et se manifestent d'une façon affective chez les sujets. Les sentiments de magnanimité, d'humilité, de compassion, de pudeur démontrent que la morale n'est pas seulement une affaire de raison et de rationalité, mais bien un certain ressenti affectif. Les valeurs à poursuivre ne sont donc pas seulement rencontrées sous la forme d'impératifs, mais aussi et surtout sous une forme affective. Bref, pour être moral,
Bah, tu suis ton intuition. C'est facile. Mais une telle vision pathétique de la morale et de la vertu n'est toutefois pas la seule possible et surtout pas l'unique enseignée. La formation du jugement moral est le résultat d'une éducation et d'un enseignement qui demandent, pour l'élève, d'appréhender le point de vue d'autrui, les différentes formes de raisonnement moral, d'être mis en situation d'argumenter, de délibérer, en s'initiant à la complexité des problèmes moraux et de justifier leur choix. Ainsi, la morale serait aussi une affaire de réflexivité et de logique, les décisions devant alors s'appuyer sur un jugement objectif et dépassionné pour en garantir la justesse et la validité. En conséquence, l'EMC invite à développer chez l'enfant, premièrement, une capacité à se mettre à distance de soi en usant de la raison comme faculté de l'universel. En raisonnant, j'apprends à m'abstraire de mon point de vue, en me décentrer et ainsi voir au-delà de mes intérêts immédiats qui ont tendance à m'aveugler et à fausser mon jugement par l'intermédiaire de tout un ensemble de biais émotionnels. Bon, la colère, c'est pas mauvais. Mais tu sais que quand tu as décidé un truc sous le coup de la colère, il y a de grandes chances que c'est pas ce qu'il fallait faire. Là, ça risque de piquer un peu. Deuxièmement, en tant que je suis responsable de mes actions et qu'elles m'engagent, il est essentiel de développer une capacité à interroger les principes moraux que je m'apprête à faire intervenir. Non seulement une réponse automatique à une situation morale est-elle souvent dommageable, mais elle est surtout une non-interrogation des valeurs que je m'apprête à choisir et donc à faire exister. Toute chose de la nature agit selon des lois. Seul un être raisonnable a la capacité d'agir d'après la représentation des lois. Suivre instinctivement ses sentiments, fussent-ils moraux, est une forme de démission morale car je n'ai pas questionné le pourquoi de mon action et déterminé non seulement sa pertinence, mais surtout sa légitimité. C'est la réflexion qui produit le caractère moral d'une action, c'est pas l'action elle-même. Si un robot dit la vérité, il est programmé pour dire la vérité. Donc, il peut pas être moral. C'est pas l'action qui compte. Donc, c'est la conscience du choix qui va déterminer, bien évidemment, ta possibilité d'avoir de la valeur ou pas. Troisièmement, l'action morale, produit d'une délibération, doit pouvoir être expliquée et justifiée devant soi ou devant les autres. Il est nécessaire de pouvoir reconstruire les arguments justifiants d'une décision. Produit d'un arbitrage, le bien ne saurait être arbitraire, car il connaît deux formes contradictoires qu'il faut absolument distinguer. Le bien peut exister sous une forme subjective, devenant le bien pour soi, relatif à notre être, et au moment où il est perçu, mais il peut exister aussi sous une forme objective, étant alors le bien en soi, universellement reconnaissable et valable. La question morale par excellence est donc bien la suivante. À quelles conditions puis-je penser que les fins que je me propose ne sont pas seulement mes fins subjectives, mais aussi des fins susceptibles de valoir objectivement et donc d'être admises par tous. Il faut bien comprendre que le mal n'existe pas. Le mal, c'est toujours le bien de quelqu'un. Quand l'assassin il tue quelqu'un, il pense que c'est bon pour lui. Ah, pas pour sa personne, hein, pas pour celui qui l'a assassiné. Donc tout le problème, il va être là. C'est d'arriver à se rendre compte que ce que je veux n'est pas nécessairement ce que tout le monde voudrait. Quatrièmement, cette universalité donnée par la raison permet de comprendre en retour les actes des autres et de donner du sens aux actions et décisions d'autrui. La morale étant le règne des fins construit par chacun pour tous, elle est une liaison systématique des êtres raisonnables entre eux, se reconnaissant comme dignes et libres. Le devoir ne repose nullement sur des sentiments, des impulsions et des penchants, mais seulement sur la relation des êtres raisonnables, les uns avec les autres. La réalisation d'un monde commun n'est pas possible si nous ne pouvons pas comprendre l'action de ceux qui y participent à le construire. Or, celui qui agit selon ses impulsions propres n'est pas compréhensible par les autres, qui ne peuvent partager ce type de mobile. Ce n'est que par un devoir rationnel que nous pouvons comprendre et œuvrer de concert pour un bien universellement valable. Ainsi, un problème se pose à nous. Comment expliquer une telle contradiction dans les conceptions de la morale au sein du programme d'EMC? En quoi ces deux conceptions sont-elles radicalement inconciliables? Une telle contradiction a-t-elle des conséquences sur la formation civique des sujets? Donc si on résume l'enseignement moral dans le cadre de l'EMC, c'est assez facile, c'est surtout écoute ton intuition et réfléchis avant d'agir.
Tu m'étonnes qu'ils soient tous paumés. De toute façon, c'est être perdu ou finir schizo, il n'y a pas le choix. Hein. L'invention d'une morale laïque en remplacement de la morale religieuse en 1882 doit être comprise dans un contexte intellectuel particulier définissant l'esprit français majoritaire au XIXe siècle. Largement marqué par une idéologie dominante expliquant autant le mouvement de scolarisation massive que la pensée coloniale portée d'ailleurs par les mêmes personnages politiques, la France est alors régie par une philosophie nouvelle, le positivisme. Une doctrine téléologique repensant l'intégralité de l'histoire humaine comme un progrès vers l'avènement scientifique que la modernité incarnerait désormais. Héritière directe du rationalisme progressiste des Lumières, cette philosophie reconstruit le récit historique comme une lente évolution du questionnement humain des phénomènes à travers 3 âges, définis chacun par leur méthode particulière. Là où les premiers hommes répondaient à leurs inquiétudes face au monde par l'invention imaginaire de dieux anthropomorphiques, les premières lumières des présocratiques, elles, ont proposé une approche matérielle et rationnelle, mais malheureusement sans méthode, usant d'idées confuses et indistinctes. Il faut imaginer les présocratiques et le début de la science, c'est pas mal. Oui, Homère, notre ancêtre à tous, nous a expliqué que les éclairs étaient le produit de l'ire de Zeus et de son foudre. Mais nous savons tous que c'est faux. Il y a des éclairs parce que tout est fait de feu et que quelque part tout est organisé sous le grand logos universel. Ça n'a pas l'air super scientifique quand même. Le XIXe siècle, avec ses avancées scientifiques et techniques majeures, se considère alors comme la manifestation définitive de l'esprit scientifique qui sait désormais quelle est sa méthode et son objet, se focalisant sur la recherche de lois causales, de concepts déterminés et de méthodes expérimentales précises. Dans un tel esprit, qui n'est pas sans glissement vers un scientisme outrancier et une vénération irrationnelle de la science, l'école comme la colonisation deviennent des moyens non seulement de repousser l'obscurantisme des masses en retard sur l'histoire, mais de remplacer des fausses croyances en des puissances divines par des savoirs vrais et fondés. Bon, en 2007, il y a Sarkozy qui nous a dit « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ». Et pendant le Covid, on nous a dit « il faut croire la science ». Tu sens qu'on n'en a pas quand même fini avec ce truc-là. C'est pas terminé. Dans un tel état d'esprit, la morale ne peut plus être simplement un enseignement arbitraire, mais elle doit être elle-même fondée rationnellement devant s'élever à un idéal de la science morale. C'est une vérité qui ressort assez clairement des ouvrages de Kant et de l'unique morale qui puisse aujourd'hui se donner pour rationnellement constituer. Les auteurs de l'époque trouveront dans le kantisme le modèle même de cette morale que les manuels et les programmes vont tenter tous, à leur manière, d'incarner. Ce qui est quand même cocasse, c'est qu'au même moment en Allemagne, ils sont tous devenus romantiques. Donc c'est ce qui amène Renouvier d'ailleurs à faire une critique des Allemands qui critiquent Kant. Il dit la chose suivante, il écrit la chose suivante, c'est pas encore dans la patrie de Kant que la morale de Kant est la mieux comprise. Bref, en France au 19e, on est tous kantiens. Voilà. Histoire de le sauver. Mais d'un autre côté, un second héritage domine la pensée républicaine, l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Des études bibliographiques récentes montrent que le contrat social avait été largement répandu bien avant la déflagration révolutionnaire. Père de la théorie de la volonté générale comme fondement de la seule souveraineté légitime, définissant l'idée même de république, Rousseau est un maître à penser pour les révolutionnaires de tous bords, ce qui explique sa canonisation républicaine en 1794 avec le transport de ses restes au Panthéon. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si la Révolution a permis de comprendre le contrat social et que le contrat social a structuré la pensée révolutionnaire, la pensée politique rousseauiste n'est pas séparée ni séparable d'un questionnement moral qui est considéré comme la clé de voûte des institutions politiques, ni même indépendante d'une critique virulente du rationalisme. Point de bascule entre, d'un côté, le rationalisme des Lumières et le romantisme dont il est d'un des précurseurs, son œuvre complexe n'offre malheureusement pas en morale du tout le même discours que le kantisme. Bien au contraire, insistant sur une dimension intuitive et affective du bien, il se montre un héritage bien contradictoire, mais qui en même temps montre une valeur
non négligeable. Ainsi, s'il faut reconnaître avec Renouvier la pertinence d'une éducation du cœur tout en vantant en même temps la méthode de la vertu et la méthode de la raison. L'enseignement moral est donc, dès l'origine, un patchwork de théories contradictoires fondées sur deux conceptions différentes du rapport entre raison et bien. La fascination pour le kantisme s'explique par les résultats issus du changement méthodologique qui le caractérise. Mettre en œuvre une philosophie morale pure qui soit complètement débarrassée de tout ce qui ne peut être qu'empirique et qui appartient à l'anthropologie. Une science de la morale ne saurait faire émerger un invariant universel tant, empiriquement, la multiplicité de devoirs se montre incohérente et changeante. En cela, c'est de l'idée même de morale qu'il faut déduire son contenu et sa forme. Or, il n'est pas de morale possible sans obligation. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Toute morale s'exprime par le truchement d'impératifs universels et nécessaires, constituant une contrainte pour la volonté d'un être qui ne connaît pas immédiatement une volonté pure. La morale contient donc, comme fondement, l'idée d'une dualité dans la nature humaine opposant immédiatement des inclinations pathologiques et sensibles et une puissance législatrice qui, elle, se veut indépendante de tels mobiles. Alors pourquoi y a-t-il de la morale? Tout simplement parce que la première chose que t'entends, c'est toujours la nature qui te dit « Vas-y, fais-toi plaisir, allez !» Et finalement, c'est exactement la même chose qu'entend l'animal. Dis donc, ça te dirait pas d'aller bosser un peu là? Doué d'une part animale, le sujet se voit conseiller, de façon sensible, de chercher survie et bien-être, c'est-à-dire de se réduire à l'état d'un simple animal, et de se conformer à un principe d'action qui est le même pour tout être naturel. En s'y conformant, le sujet obéit donc à une norme qui vient de l'extérieur de lui-même, étrangère et commune. Il devient alors hétéronome. L'action morale est la recherche de l'autonomie, c'est-à-dire de la capacité à pouvoir se libérer de la nature et de maîtriser la législation selon laquelle nous agissons. Une telle autonomie n'est pas pensable sans un arrachement à cette puissance, la souffrance témoignant alors de notre indépendance gagnée sur la nature. La morale, ça fait mal. D'ailleurs, c'est fait pour ça, ça doit faire mal. C'est même le critère essentiel. Plus ça fait mal, plus tu es sûr d'être dans le bien. Parce que le principe, c'est que justement, la nature te manipule par le plaisir. Donc, faut que ça fasse mal. C'est quand même vachement chrétien comme truc. L'homme sent en lui-même, vis-à-vis de tous les commandements du devoir que la raison lui présente, comme digne d'un respect si élevé, un puissant contrepoids qui réside dans ses besoins et dans ses inclinations, dont il résume sous la forme de bonheur la perspective d'une satisfaction complète. Seule la raison, comme faculté d'abstraction, est capable de nous mettre à distance de notre tendance naturelle et de s'opposer à la puissance de notre nature sensible. La raison est ainsi la faculté législatrice pouvant nous permettre de formuler un impératif moral. Mais quel est-il? Quotidiennement, nous suivons des impératifs de la raison. Faculté de calcul, elle déduit des fins choisies, les moyens nécessaires à la réalisation escomptée. À chaque fois que tu as besoin de faire quelque chose, tu te tournes vers la raison et la raison va te dire quoi faire. C'est le fameux, elle va calculer les moyens techniques. C'est le si tu veux, alors tu dois. Bon, comme ça peut servir à peu près à n'importe quoi, je pense qu'on peut pas faire de ça de la morale. Ça peut pas servir de base. Nommé impératif hypothétique, cet ordre de la raison n'a aucune valeur en soi du fait qu'il n'a aucune prise sur la finalité. Ainsi, seul un impératif que de la raison déterminant la visée de l'action, indépendamment des intentions du sujet, peut s'élever à la qualité d'être moral. Tel est le principe de l'impératif catégorique. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Simple test d'universalisation, ordre sans contenu, pure forme remplie par l'orientation prévue du sujet, la raison invite à questionner la cohérence de l'action préméditée quand on l'élève au titre de loi universelle. Ainsi, le sujet se demande s'il peut vouloir sans contradiction ce qu'il s'apprête à faire et le fait que tous le pratiquent systématiquement. C'est le fameux exemple du fait de mentir pour avoir un prêt d'argent. Celui qui veut emprunter de l'argent ment sur ses capacités de remboursement, mais en même temps, il se rend bien compte
Que si tout le monde faisait ça, il y aurait plus de prêt d'argent. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre d'un côté ce qu'il s'apprête à faire et en même temps ce qu'il reconnaît comme nécessaire. S'il y a contradiction, c'est pas moral. C'est tout logique en fait. L'autorité de la morale kantienne dérive de deux éléments. Premièrement, on notera qu'elle n'est pas un recueil de maximes à apprendre, mais la simple formulation de la réflexion par laquelle le sujet retrouve par lui-même la morale adaptée à son action. L'action morale spécifique est donc reconstituée par le jugement du sujet en fonction précise du contexte et en conséquence toujours adaptée précisément à ce qui doit être fait. Deuxièmement, le propre de Kant est de souligner que cette réflexion n'est pas nouvelle, mais seulement la reformulation de ce que tout le monde connaît déjà. La morale n'étant qu'une capacité à se mettre à la place de tout être raisonnable avant d'agir. Ainsi sommes-nous donc, dans la connaissance morale de la raison humaine commune, parvenus au principe de celle-ci, un principe qu'assurément, elle ne se représente pas ainsi, mais que néanmoins, elle a toujours en vue et qu'elle utilise comme étalon des jugements qu'elle porte. Deux personnes se battent. Il y a les gens qui sont autour qui vont commencer à se demander est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, qu'est-ce que je dois faire? La réponse de Rousseau, c'est facile. Ils vont faire comme toi. Dès que tu réfléchis, tu vas rester à ta place parce que tu auras peur pour ta vie. Ceux qui jettent en fait au milieu pour les séparer, c'est ceux qui n'ont pas réfléchi justement parce qu'ils vont se prendre des coups. Faut pas penser. L'approche rousseauiste de la morale est d'un genre radicalement différent. Si la nature presse bien les créatures de poursuivre leur existence, elles ne sont toutefois pas des monstres sanguinaires usant sans principe de tous les moyens les plus vils pour y parvenir. L'observation de la faune permet de remarquer que les conflits entre les animaux ne vont jamais jusqu'à la mort, le dominant cessant immédiatement toute violence dès que son adversaire se soumet. Un garde-fou naturel semble ainsi limiter et réglementer l'agressivité et que nous pouvons nommer pitié. Une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Empathie pré-rationnelle poussant le sujet à se mettre à la place de l'autre, la pitié est un véritable partage des émotions qui tour à tour empêche de faire du mal gratuitement et pousse à soulager celui qui souffre. Ne constatant pas seulement le malheur de l'autre, mais le vivant immédiatement avec lui, je suis immédiatement poussé à intervenir et à lui apporter le bien dont il est dépourvu. Selon le même principe, en lui faisant du bien, j'expérimente empathiquement à titre de récompense le même plaisir qui devient la récompense naturelle de mon action. Papa, t'as vu le pauvre petit chat dehors? Un chat. Papa, il a l'air triste, ce pauvre petit chat. Un autre chat. Papa, regarde ce chaton tout seul. Un autre chat. Faut vraiment que je commence à réfléchir, moi. User de réflexion permet de mettre à distance ses émotions, de se couper du mal vécu par l'autre et de faire intervenir, en conséquence, toutes sortes de considérations économiques, personnelles, sécuritaires, etc., justifiant un repli égoïste sur soi-même et même la violence que l'on peut faire à l'autre. C'est la raison qui engendre l'amour-propre et c'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est la philosophie qui l'isole, c'est par elle qu'il dit en secret à l'aspect de l'homme souffrant, péris si tu veux, je suis en sûreté. Réfléchir permet en conséquence de toujours trouver des raisons de mal faire et de faire du mal gratuitement aux autres, ainsi de protéger sa propre sécurité. Celui qui est sans pitié commence toujours par s'auto-convaincre de ne pas faire quartier. Il est donc absolument essentiel en matière de morale de ne pas passer par la médiation de la raison, mais bien au contraire de suivre son intuition immédiate, seule garantie que nous ayons de ne pas faire intervenir en nous et dans nos actions l'égoïsme. On a exactement le même problème en politique, c'est-à-dire qu'on a cette idée que la citoyenneté, elle se développe dans une capacité à réfléchir, puisque une certaine universalisation va me permettre de sortir de mon individualité, de mon égoïsme. Mais paradoxalement, les pires dérives gouvernementales naissent toujours en fait de l'apathie, c'est-à-dire du manque au fond de capacité à se rebeller parce qu'on sent qu'il y a une injustice. Et c'est ça qui est intéressant, le principe fondamental de l'enfant, c'est qu'il va au fond s'opposer à une décision injuste, non pas parce qu'il sait ce que c'est injuste, mais parce qu'il le sent. Et c'est ça qui finit par manquer à certains peuples démocratiques. Non, je donnerai pas de nom.
Moralité, notre pensée civique et morale est fondée sur deux conceptions complètement antagonistes des valeurs face auxquelles il faut finalement faire un choix de vie. Ce choix étant en dernière analyse dicté par notre représentation de la nature humaine. Là où une éthique rationnelle se fonde sur une vision pécheresse de l'homme, une éthique de la pitié implique, elle, une confiance absolue dans notre nature profonde, source d'une sagesse qui nous dépasse.